Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avec vous, nous allons bien évidemment revenir sur les événements de la semaine en Tunisie. Tout d'abord, selon vous, est-ce que la chute du président Ben Ali était prévisible ? Non, en tous les cas, je n'ai entendu personne l'annoncer juste avant. Et donc, que les bonnes consciences se réveillent si certains l'avaient vu. C'est vrai que certains disaient quand même, les bons spécialistes, que la situation était quand même très figée, trop figée pour qu'elle reste comme cela, et que le mécontentement social grandissait, que les élections de l'hiver dernier n'avaient pas apporté de solution à cela, et que donc le régime, pour être immobile, n'était pas tout à fait stable. Mais qu'il y ait une chute aussi brutale et aussi rapide, je pense que personne ne l'avait prévu. Il y a un gouvernement qui s'est mis en place, qui est contesté par la rue. Il y a encore eu des manifestations aujourd'hui. La démission des ministres qui appartiennent au RCD, qui est le parti au pouvoir, la démission des ministres du RCD, visiblement ne suffit pas à calmer les manifestants. Comment ça peut se terminer ? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours prochains selon vous ? On est un peu coincé entre deux réalités. D'une part, on ne peut pas construire un gouvernement avec uniquement des hommes nouveaux. Il faut quand même qu'il y ait des élections. Et par rapport à un régime qui occupait l'ensemble du terrain, il y a un vide. Effectivement, l'opposition n'est pas construite. Voilà. Et puis, donc, il faut faire un peu avec ce que l'on a. Et en même temps, il faut que ce gouvernement, qui doit être un gouvernement d'union et de transition, prépare activement les élections, mais que des partis qui étaient interdits ou qui n'avaient pas d'espace aient le temps de s'organiser. Il ne faut pas qu'il y ait des élections trop rapides, sinon la démocratie n'aura pas le temps réellement de s'exprimer. On a l'impression là qu'on peut s'acheminer vers une révolution inachevée. C'est le sentiment que vous avez ? C'est toujours le cas. Il y a souvent des révolutions inachevées. Moi, j'ai plutôt confiance dans la maturité des Tunisiens qui, jusqu'ici, ont montré quand même par rapport... on passe quand même d'un système à un autre tout à fait différent. Et s'il y a eu quelques pillages et quelques violences, elles restent néanmoins limitées par rapport à ce que l'on a vu dans d'autres situations comparables quand un régime qui tenait tout s'effondre totalement. Donc qu'il y ait encore des troubles, qu'il y ait encore des discussions, qu'il y ait des volontés de tourner plus vite la page chez certains, de prendre son temps vers d'autres, cela me paraît tout à fait naturel et nullement inquiétant. On a beaucoup dit qu'il y avait un risque d'islamisation, c'est-à-dire que les partis islamistes pouvaient prendre le pouvoir. Quelle est votre analyse sur le fait que ce risque soit réel ou pas ? Non, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, dans les manifestations qui ont conduit au renversement de Ben Ali, il n'y avait pas de slogans religieux, mais des slogans politiques, sociaux. Il y a un parti islamiste qui a été légalisé, et je crois que c'est une bonne chose. Si on veut intégrer ces partis, c'est plus par la voie des urnes que par la voie de la répression. Par ailleurs, le parti islamiste tunisien ne peut pas être comparé au FIS, mais peu ou prou à l'AKP turc, dont on voit quand même qu'il est parfaitement intégré, qu'il se présente lui-même comme un mouvement démo-musulman. Le terme islamiste fait peur. Il faut quand même distinguer. Tout le monde n'est pas dans le même sac. Il y a des mouvements de nature très très différente et le parti islamiste tunisien qui une fois encore ne remportera pas les élections n'est pas un parti violent. Il ne peut pas jouer de la division. C'est vrai que si on a un foisonnement démocratique, il peut y avoir une multiplicité de partis et à ce moment-là, le parti islamiste plus organisé peut être... Mais il n'est pas le plus organisé, il n'est pas le mieux implanté dans le pays. Et puis les Tunisiens feront leur choix, mais ce n'est pas par l'interdiction de ce type de parti qu'on en réduit l'influence. Au contraire, très souvent, on a vu que la répression et l'interdiction en faisaient des martyrs et au contraire accroissaient pour l'avenir leur influence. Alors la situation en Tunisie a provoqué une polémique en France. Je vous propose d'écouter tout d'abord François Fillon qui était mardi à l'Assemblée nationale et la réponse de Lionel Jospin ce matin sur RTL. J'entends les critiques que vous formulez et je pourrais, pour y répondre, citer de larges extraits du très beau discours de Lionel Jospin en octobre 1997 lorsqu'il recevait à Matignon le président Ben Ali. Monsieur Fillon a essayé de faire un amalgame entre une allocution protocolaire que j'ai faite en recevant, comme Jacques Chirac, le président Ben Ali en octobre 1997 hors de tout trouble en Tunisie, et une déclaration insensée de la ministre des Affaires étrangères, Madame Alliot-Marie, proposant une coopération policière à un pouvoir qui était en train de réprimer son peuple lui-même en mouvement. C'est donc une comparaison absolument insupportable. Au-delà de la polémique, on a l'impression qu'il y avait quand même au sein de la classe politique française une certaine complaisance vis-à-vis du régime
tunisien? Oui, Ben Ali jouait la carte « Je suis le rempart contre l'islamisme ». C'est moi ou les barbus. Et cette carte marche assez bien dans la classe politique, dans les médias, dans une partie de l'opinion d'ailleurs. Or, en fait, ce n'est pas cela. Au contraire, on peut penser que l'immobilisme de Ben Ali et les inégalités sociales, la corruption, faisaient plutôt à terme le jeu d'un islamisme violemment contestataire, si le pouvoir restait. Ce qui a conduit très souvent les partis islamistes à prendre de l'influence, prendre de l'importance, c'est justement lorsque le pouvoir en place ne satisfaisait pas les attentes politiques et sociales de la population. Donc il fut un temps où il était un rempart, c'est vrai, lorsqu'il a pris le pouvoir. Cette époque est révolue depuis très longtemps. D'accord. Comment on peut expliquer que malgré un réseau d'ambassades, de consulats assez important, de services secrets qui sont généralement efficaces, le gouvernement français n'ait pas vu venir la chute de Ben Ali? On peut penser que personne ne l'a vu venir. C'est effectivement très surprenant. La population tunisienne est elle-même agréablement surprise par le cours des événements, qui est tout à fait improbable. Et effectivement, il n'y a même pas besoin de services de renseignement. Normalement, un examen attentif de la situation des internautes aurait pu penser à cela. Mais une fois encore, c'est une chose différente que le soutien au gouvernement Ben Ali, mais la prévisibilité de son renversement n'était pas très forte. Visiblement, quand même, les Américains, d'après ce que j'en dis, je parle sous votre contrôle, étaient un peu opérationnels dans l'idée qu'ils ont réagi demandé, plus vite. Voilà, ils ont réagi plus vite, donc ils ont un réseau plus efficace. En tous les cas, ils ont été plus mobiles. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus loin, qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts avec la Tunisie, que ça leur laisse plus de liberté? Est-ce que c'est une approche de Barack Obama? On peut penser que George Bush n'aurait peut-être pas eu la même approche et que l'administration Obama a son propre parcours. Mais effectivement, par rapport à un changement radical de situation, les Américains ont eux-mêmes changé beaucoup plus vite d'optique. On a dit qu'ils étaient peut-être aussi actifs, proactifs sur ce changement de situation. Quel est leur intérêt dans la région, dans ce renversement de pouvoir? L'intérêt, c'est justement la stabilité. Or, Ben Ali, contrairement à ce que l'on disait, n'était pas la stabilité. Il incarnait l'instabilité à ce moment-là? Il était en tous les cas le gage d'une instabilité future très grande pour une stabilité. Et donc, les Américains jouent plutôt l'avenir que le présent, si ce présent lui-même injurie l'avenir. Et effectivement, l'intérêt des Américains, c'est qu'il n'y ait pas de contestation, que les islamistes ne prennent pas trop d'influence, et ce n'est pas par Ben Ali que cela passait. Est-ce qu'il y a un risque de contagion de cette révolution tunisienne aux pays limitrophes? Alors on peut les prendre un par un, parce que j'imagine que la situation n'est pas forcément la même. Prenons le cas de l'Égypte, par exemple, où d'autres personnes se sont immolées, comme ça a été le cas en Tunisie, qui a été le point de départ de la révolution. Il y a effectivement des similitudes, mais le terme de contagion a un côté un peu maladie péjoratif et je dirais plutôt un espoir d'expansion de cette révolution tunisienne dans d'autres pays. L'Égypte a des caractéristiques très communes avec la Tunisie de Ben Ali, un pouvoir encore plus ancien d'ailleurs que Ben Ali, puisque Moubarak est au pouvoir depuis 81, une contestation sociale, un sentiment d'injustice, d'inégalité. Ce qui change, c'est la taille de l'Égypte, c'est son rôle stratégique juste à côté d'Israël, et donc là, une implication beaucoup plus forte des Américains. Et puis, c'est aussi le fait que là, les frères musulmans ont un réel poids et qu'ils n'ont pas tout à fait le même rôle et les mêmes orientations que le parti musulman en Tunisie. Ce que vous voulez dire, c'est que les Américains ne pousseraient pas Moubarak à partir de la même façon qu'ils ont peut-être poussé Ben Ali à partir? Très certainement, parce que là, leurs intérêts stratégiques, leur alliance avec Israël seraient en jeu. Si on prend le cas de l'Algérie, est-ce que là aussi l'Algérie peut être entraînée dans un même mouvement que la révolution tunisienne? Oui, là aussi il y a beaucoup d'Algériens se demandent où passe l'argent du pétrole. Il y a une demande sociale de la jeunesse notamment qui est très forte. Alors il y a en même temps les souvenirs quand même des affres de la guerre civile qui sont un marqueur terrible. Et les Algériens commencent à respirer, commencent à pouvoir vivre tranquillement dans leur pays. Ils n'ont pas envie de repartir en arrière par rapport à cela. Et puis l'Algérie a l'argent du pétrole, justement. Le pouvoir algérien peut libérer quelques fonds pour apaiser les demandes sociales. Et puis surtout, la grande différence, mais là, ça va dépendre comment font et le pouvoir égyptien et le pouvoir algérien, c'est qu'il y a eu l'avertissement. Un avertissement a été fait. Et donc, autant Ben Ali a pu être pris par surprise, autant les autres régimes arabes sont au courant qu'il y a une possibilité de contestation populaire de leur gouvernement. Les internautes sont amenés à vous poser des questions et évidemment, ils sont très au courant de votre autre passion, au-delà des relations internationales, qui est le football. Et donc, Jérémy vous demande si vous êtes favorable au fait de décaler la Coupe du Monde de football qui a lieu en 2022 au Qatar
en hiver, puisque évidemment au Qatar en été, il fera très chaud. C'est pas tellement pour le Qatar, parce que le Qatar a prévu des stades climatisés, les spectateurs auront chaud en dehors des stades, mais pas les joueurs dans le terrain. Moi, je suis assez favorable à ce changement de calendrier pour 2 raisons. D'une part, je préfère aller au stade en juillet-août qu'en janvier. Le climat est quand même souvent incertain, et pour les championnats européens, il y a une réflexion de dire, est-ce que l'on change de calendrier, pas pour le Qatar, mais pour nous, pour avoir plus de spectateurs, éviter les matchs remis. L'autre intérêt, c'est qu'à chaque fois, la Coupe d'Afrique des Nations est organisée en concurrence avec les championnats européens. Cela fait des tensions entre les équipes nationales et les clubs. Un calendrier plus estival pour les championnats viendrait libérer le créneau, non seulement pour la Coupe du Monde, mais également pour la Coupe d'Afrique des Nations. Sur l'attribution au Qatar de la Coupe du Monde, ça a créé une petite polémique. Pour vous, c'est légitime que des pays comme le Qatar puissent avoir cette organisation ? La FIFA réagit en fonction des intérêts du football. La FIFA veut que le football conquiert le monde. Le football n'avait jamais été présent en tant que Coupe du Monde dans un pays arabe ou un pays musulman. Alors le Maroc n'avait pas eu l'organisation quelque temps auparavant. Il aurait pu être légitime, mais il n'était pas candidat là. Et donc, par rapport aux autres candidats qui se présentaient contre le Qatar, notamment le Japon et la Corée, cela aurait pu avoir pour inconvénient d'empêcher l'obtention par la Chine en 2026 de la Coupe du Monde. Or, c'est l'objectif principal de la FIFA. Jeannette Bougrabe était à votre place hier. Elle vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter. Pascal, je sais que tu es fan de foot, donc j'aimerais savoir quel est ton pronostic pour la fin de la saison ? Elle s'annonce passionnante. Alors, qui sera champion ? Je pense que ça va jouer entre Lyon, Marseille, Lille et Paris, et que les premiers qui vont craquer. Mais c'est vraiment là une fin de championnat passionnante, parce que rarement on a vu un championnat aussi serré avec autant d'équipes qui peuvent postuler de façon légitime au titre. Pascal Boniface, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un nouveau talk.